Bonjour tout le monde. La présentation aujourd'hui, c'est vraiment juste des prémices sur une réflexion, une vision globale concernant la conservation du patrimoine subaquatique et les changements climatiques. Donc, d'où vient cette idée de présentation? En fait, c'est que l'UNESCO a lancé en 2021 la décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable. L'initiative vise à mobiliser la communauté scientifique, mais également les décideurs politiques, les entreprises et la société, la communauté internationale, en fait, autour d'un programme commun de recherche et d'innovation technologique. Donc, l'initiative permet de coordonner des programmes de recherche, des systèmes d'observation et pour développer certaines capacités. Donc, dans la planification de l'espace maritime, dans la réduction des risques marins et pour améliorer la gestion des ressources de l'océan et également des zones côtières. On sait qu'il y a beaucoup d'érosion qui est en train de se passer, là, donc c'est un peu pour viser dans cette lancée. Et également, il y a une reconnaissance davantage qui a été mise de l'avant, qui est le développement des sciences océaniques en fait, sont essentielles pour l'équilibre social, économique et environnemental de la planète. Puis, en fait, ça met l'accent également sur l'objectif... pardon, oups, on revient, OK. Ça accélère la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14, que je vais vous présenter, qui est pour la conservation et l'exploitation durable de l'océan, des mers et des ressources marines. Donc, d'où vient cette décennie? En fait, en 2019, il y a eu une rencontre pour le 20e anniversaire de la Convention sur le patrimoine sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001, pour ceux qui sont familiers avec la Convention, pour entamer une procédure de révision, puis pour discuter avec les États parties, puis revoir les règles de convention, voir qu'est-ce qui était désuet, qu'est-ce qu'on peut améliorer et développer. Ceux qui connaissent aussi la Convention vous savez que le Canada n'a toujours pas ratifié la Convention, mais on essaie quand même de mettre en pratique les différents principes à l'intérieur de cette convention-là. Donc, ICOMOS, qui est un organe consultatif de l'UNESCO, a fait partie, en fait, de cette consultation-là. Puis, il y a un sous-comité d'ICOMOS qui est ICUCH. Ça n'a pas d'équivalent français, donc l'acronyme est anglophone, qui, lui, sert à promouvoir la coopération et la gestion des sites submergés et pour émettre des recommandations à ICOMOS qui sont après ça transférées à l'UNESCO pour la mise à jour de la Convention. Et parmi ces recommandations-là, en fait, ce qui a été vraiment mis de l'avant, ça a été de promouvoir la création de bases de données ouvertes. Par exemple, les projets environnementaux produisent souvent le même type de données que les projets archéologiques et vice-versa. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de partager ça au lieu de dédoubler, par exemple, le travail, puis d'être capable d'intégrer les ressources culturelles avec les ressources naturelles, incluant toutes les sciences, pas juste environnementales, mais les sciences de la mer notamment, puis les nouvelles technologies. Tout ça, donc vous voyez le petit logo de l'objectif 14 qui est lié à tout ce qui est sous-marin, mais un des objectifs aussi de l'UNESCO de la décennie, c'est vraiment la lutte au changement climatique. Donc, tout le monde a une idée un peu de ce que sont les changements climatiques, ce qui inclut des modifications comme une augmentation des précipitations, la fonte des glaces, changement de température, puis également du niveau de la mer. Mais c'est vraiment l'accélération du phénomène qui devient urgent puis qui force une prise d'action. Dans le cas des sites submergés, avant de penser à agir, en fait, il faut faire preuve de résilience parce qu'il faut accepter le fait inévitable que tous les sites subaquatiques sont voués à disparaître, que ce soit dans 1 an, que ce soit dans 20 ans, dans 50 ou dans 500 ans. Il va y avoir destruction de ces vestiges-là. Maintenant, avec les changements climatiques, comme on dit, on voit une accélération. Donc, c'est le moment de potentiellement prendre action dans cette perspective pour sauvegarder le patrimoine subaquatique. Je dis subaquatique, mais ça peut être maritime et subaquatique inclus. Puis, à partir de là, il est important de se poser des questions, à savoir comment on peut agir pour préserver les sites ou du moins les connaissances, comme on disait, qui vont se perdre d'une façon ou d'une autre. Dans le cas du patrimoine, il est plus ardu d'appliquer des mesures d'atténuation
parce que ceux-là s'attaquent principalement aux causes des changements climatiques. Donc, on essaie d'en appliquer, par exemple, dans les opérations de terrain, diminuer les effets de carbone, des choses comme ça. Mais appliqué à l'archéologie, on est surtout confronté à trouver des mesures d'adaptation. Donc, soit des mesures de mitigation, des transferts de sites, par exemple, en zone côtière, choses comme ça. Mais dans le cas des sites submergés, on va voir, c'est un petit peu différent. Donc, les sites archéologiques, de façon générale, on le sait, sont à risque. Vous êtes tous archéologues. Dans le cas du terrestre, souvent, les plus gros risques sont liés à l'aménagement du territoire. Dans le cas du subaquatique, outre le cas d'installation de réseaux câblés ou de dragage portuaire, les risques les plus élevés sont les activités anthropiques, comme le chalutage et le pillage. On sait qu'il est encore malheureusement bien présent. Mais il y a principalement l'exposition des vestiges aux conditions environnantes. Donc, les sites submergés, que ce soit des sites d'épaves ou des sites, par exemple, à quai, des paysages sous-marins aussi, les processus pré-dépositionnels et dépositionnels dégradent les sites. Puis après ça, une fois, par exemple, qu'une épave a fait un naufrage ou qu'elle a coulé, il y a des processus post-dépositionnels qui continuent la dégradation d'une épave, mais le site va atteindre un certain équilibre en fonction des dynamiques du secteur. Évidemment, là, il y a des sites qui sont beaucoup plus dynamiques, d'autres qui sont beaucoup plus enfouis, par exemple, puis qui ne bougent pratiquement pas. Donc, vous voyez le graphique un peu. Dans ce cas-ci, c'est les changements climatiques avec différents scénarios de modification. Donc, soit les facteurs changent, puis les effets deviennent complètement et les impacts deviennent exponentiels, puis accélèrent complètement la destruction des vestiges. Soit il y a des fluctuations sur les sites, ou encore il y a des sites qui peuvent aussi se dégrader davantage, mais atteindre certains plateaux. Donc ça va dépendre des facteurs qui sont des facteurs qui changent, en fait. Les zones touchées concernant le patrimoine subaquatique, en fait, c'est toutes les zones dans lesquelles on retrouve du patrimoine submergé. On a des sites à faible et moyenne profondeur. Comme vous pouvez voir, celui du milieu, c'est une épave dans le coin du Fort Saint-Jean, donc c'est près de la surface, c'est comme dans 6 pieds d'eau. Les épaves à grande profondeur, celle de droite, c'est le présumé Premier qui a fait naufrage à Captcha en 1843. L'image, en fait, de multibeam, l'épave repose à 330 mètres de profondeur. Donc, on peut voir que même si ce n'est pas proche de la surface, il va y avoir quand même des modifications puis de l'accumulation de dégradation. On a également des épaves en zone intertidale. Donc, ça peut être semi-immergé, dépendamment de, par exemple, des marées, des vagues, des choses comme ça. Puis, on a éventuellement aussi des sites qui sont en milieu côtier, donc qui sont considérés comme terrestres en ce moment, mais qui vont devenir submergés dans un avenir plus ou moins rapproché, en fonction du hausse du niveau de la mer, par exemple, puis en fonction d'inondations, par exemple. Donc, voici un exemple de liste d'impacts directs qu'il peut y avoir, soit les facteurs ou soit les impacts que ça a, donc diminution du pH de l'eau, destruction du métal, destruction des éléments de fixation sur les épaves de bois, augmentation de la fréquence des tempêtes, augmentation des courants, du ressac, des niveaux d'eau, de l'érosion côtière, changement dans les couverts de glace, augmentation de l'effet vent-vague, augmentation des espèces envahissantes, apparition de nouvelles espèces envahissantes qu'on ne connaît pas encore ou qui peuvent apparaître dans des secteurs dans lesquels on ne les a jamais vus. Augmentation des tarets, diminution de la densité, de l'intégrité du bois, fluctuation des niveaux d'oxygène, de la luminosité, acidification des sédiments. Je parlais en grande profondeur, si les sédiments deviennent de plus en plus acides, ça va causer la destruction des artefacts et des vestiges avant même qu'ils soient mis au jour, qui normalement seraient protégés, mais là, qui vont être détruits, qui vont être grugés avant même qu'on puisse avoir un œil dessus. Transport de matériaux, affouillement accru sur les sites qui causent des changements de pression, donc qui causent vraiment des problèmes au niveau de l'intégrité structurale des vestiges. Modification de la végétation, de la biodiversité, perte d'artefacts, modification dans les paysages maritimes, subaquatiques, inondations, modification des écosystèmes. Bref, il y a une panoplie d'impacts directs sur les sites
qui vont causer aussi une perte de connaissances. Puis, il y a des choses dont on ne connaît encore aucunement les impacts. Et un exemple ici, en fait, ça, c'est un exemple d'une goélette à Thunder Bay qui a fait naufrage en 1860. Vous pouvez voir juste en 5 ans la différence. Ça, c'est avec l'apport des moules zébrés. Donc, la quantité de moules zébrés par la lourdeur et de l'effet de dégradation que ça cause menace l'intégrité de l'épave parce que ça atteint jusqu'à plusieurs centimètres d'épaisseur. Donc, vous pouvez voir un petit peu, il commence déjà à avoir des dégradations, beaucoup plus de rouille, par exemple, sur les éléments en métal et autres impacts. Puis, il y a aussi que les moules créent un environnement propice pour un ensemble de bactéries qui diminue le pH environnant, donc qui accélère encore plus la destruction, en fait, des vestiges. Maintenant, il y a aussi des impacts indirects par rapport à en lien, en fait, avec les impacts directs. La dégradation de certaines épaves, on sait par exemple qu'il y en a qui ont encore de l'essence à l'intérieur. Donc, si l'épave est en train de se dégrader, de se désagréger, en fait, éventuellement, il peut même y avoir des fuites. Donc, ça peut causer de la pollution dans l'environnement. Ça a un impact sur le tourisme, sur les communautés locales qui ont des sentiments d'appartenance avec ces sites submergés-là. Et également, des impacts sur la communauté de plongeurs et le travail des scientifiques, donc les procédures archéologiques. Par exemple, si vous voyez un peu à droite, c'est la première fois qu'on voyait ça, en fait, l'année dernière. Il y a une accumulation d'algues sur le site. Donc, ça diminue la luminosité. On n'est pas très au courant à savoir si les algues sont toxiques. Donc, est-ce qu'on peut quand même travailler là-dessus puis sauvegarder, faire de l'enregistrement, par exemple, pour faire de la vidéo? Est-ce que c'est toxique pour nous? Est-ce que les épaves sont en train de s'effondrer? Est-ce qu'il y a des risques d'effondrement, des risques d'enchevêtrement? Donc, il y a vraiment des impacts majeurs, tout ce qui est socio-économique et également santé et sécurité directement liés à ces sites-là. Maintenant, la situation générale au Canada. Durant une conférence, notre nouveau ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a mentionné que le Canada était en mode rattrapage en ce qui concerne le dossier des changements climatiques. Ce qui est intéressant, en fait, parce que là, il y a vraiment une volonté urgente de prendre action. En fait, il a lancé tout récemment une consultation actuelle pour une stratégie nationale. Donc, on ne parle pas nécessairement d'une stratégie que fédérale. La consultation concerne tous les paliers gouvernementaux, incluant les provinces, les municipalités et les organismes qui sont liés, principalement aux sciences environnementales, donc avec, par exemple, des biologistes. Mais il y a aussi une volonté d'intégrer les sciences culturelles dans cette consultation-là. Ce qui va un peu aussi dans la même lancée que IMPAC, en fait, qui est un congrès international qui va avoir lieu à Vancouver en 2023. Puis ça réunit des professionnels de la conservation des océans, concernant principalement les aires marines protégées. Puis il y a vraiment une volonté d'intégrer les ressources culturelles aux ressources naturelles. Donc, il y a une volonté. Maintenant, comment ça va s'arrimer éventuellement, c'est encore des prémices. Donc, à voir pour la suite des choses dans les prochaines années, les prochaines décennies. Au Québec. Le MCC avait lancé une initiative, donc l'Atlas subaquatique, qui est un début de commencer à ramasser des informations de base. Mais il ne faut pas se le cacher, il y a un seul site classé au Québec. Tous les autres n'ont aucune protection légale. Ce qui fait en sorte qu'il y a une absence d'enveloppe budgétaire pour les situations d'urgence. Caroline a mentionné dans la présentation précédente qu'il y a eu un dégagement d'une épave sur la berge, mais souvent, il y a très peu de budget pour qu'on puisse enregistrer, dans le fond, ces vestiges-là en catastrophe, finalement, ou encore pour la conservation de sites qui sont déjà connus. Il y a une législation qui est mésadaptée pour le subaquatique, autant dans les procédures administratives que dans les opérations
dans les opérations d'enfants liées aux particularités du patrimoine subaquatique. Il y a une absence de stratégie actuellement pour aussi les épaves récentes qui deviennent patrimoniales. Entre autres, les épaves, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a rien qui a été fait au moment où on se parle pour l'instant. Donc, ce serait une stratégie subaquatique à développer dans les prochaines années. Et pour le travail des archéologues, la communication interministérielle est extrêmement difficile pour les sites subaquatiques parce que les sites sont composés de vestiges archéologiques, mais aussi d'un environnement particulier qui a aussi une faune et une flore caractéristiques. Donc là, il faut faire affaire avec 3 ministères. Puis ça, c'est au niveau provincial parce que de temps en temps, il y a aussi le fédéral qui vient en ligne de compte dans les projets. Donc, ça rend les procédures administratives sont extrêmement problématiques pour la mise en application de recherche archéologique. Puis, il y a un manque d'intérêt aussi ou d'ignorance dans la communauté scientifique, pas tant dans la communauté archéologique, mais principalement dans les sciences de la mer, les sciences environnementales. Ils ne savent pas c'est quoi l'archéologie. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, il y a énormément de sensibilisation encore à faire dans cette perspective-là. Puis, il y a de la sensibilisation aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment encore une dichotomie nature-culture. Tout ce qui est anthropique, même si c'est un site archéologique et a comme été diabolisé, puis on n'a pas le droit de rien toucher si s'il y a par exemple une espèce en péril, au lieu de comprendre que le site en tant que tel est un écosystème à part entière. Les sites archéologiques subaquatiques souvent font objet de récifs artificiels. Donc, il y a une protection de ces espèces-là, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation, comme je disais, à faire parce qu'il y a beaucoup d'ignorance et d'incompréhension sur c'est quoi les sites, le patrimoine subaquatique. Par contre, on a vu une évolution dans les dernières années. Donc, il y a une volonté puis il y a des tentatives de considérer le patrimoine en amont des projets d'aménagement, par exemple, pour les grands entrepreneurs comme Hydro-Québec ou le ministère des Transports. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est de favoriser pousser une initiative qui va faire en sorte que ce n'est pas juste en amont des projets, mais qui va être le patrimoine subaquatique va être considéré en amont des impacts qui sont liés, qui vont arriver en fait avec les changements climatiques. Donc, pourquoi maintenant? Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Pourquoi on est encore en retard quand il est question de la gestion du patrimoine subaquatique? Puis je pense que c'est une question de synchronicité, en fait. Dino Boumbarou, lors d'une conférence sur la Journée internationale des monuments, a mentionné, puis j'ai trouvé que ça prenait tout son sens, c'est que le patrimoine est porteur de sens, mais les changements climatiques sont porteurs d'urgence. Alors là, les pièces se mettent en place pour qu'on puisse éventuellement développer, par exemple, une stratégie subaquatique pour mettre en lumière l'importance du patrimoine subaquatique, puis comment on peut utiliser ce patrimoine-là dans la lutte au changement climatique, finalement. On entend par patrimoine culturel subaquatique toutes les traces d'existence humaine qui présentent un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence depuis 100 ans au moins. Au Québec, on est à 50 ans. Donc, on voit aussi dans les dernières années qu'il y a une évolution de la notion du patrimoine. Avant, c'était des collections, par exemple. Après ça, c'est devenu les objets archéologiques. Aujourd'hui, on voit vraiment un développement dans l'interaction entre le patrimoine matériel et immatériel. Il y a, comme je disais, pour les communautés locales, par exemple, il y a un sentiment d'appartenance, puis il y a un attachement émotionnel qui va au-delà que du rationnel et des objets. Quand on parle de tradition orale, le mode de vie maritime, par exemple, pour des pêcheurs, les toponymes, les croyances, les superstitions, toutes ces mémoires-là font partie de nous, font partie de la société en général ou de certaines communautés en particulier. Puis ça, c'est présent qu'on en soit conscient ou non. Donc, il ne faut pas oublier aussi que les naufrages sont souvent liés à des événements dramatiques. Donc, ça joue aussi. Il y a encore des mémoires qui sont souvent bien présentes si, par exemple, il y avait des grands-parents de gens locaux qui sont décédés durant ces naufrages-là. Il y a vraiment un attachement particulier émotionnel.
Puis ces nouvelles notions du patrimoine, c'est encore difficile de les quantifier, mais les valeurs intangibles, puis ces valeurs, dans le fond, d'importance, commencent tranquillement à être considérées puis à être évaluées. Cousteau disait qu'on aime ce que l'on connaît, puis on protège ce que l'on aime. Donc, ce qu'on souhaite, c'est, comme je disais, mettre en lumière le patrimoine subaquatique qui est en fait pas totalement encore connu, pas juste au Québec, mais encore au Canada. Dans le cas des impacts liés au changement climatique, sur ces sites archéologiques-là, il y a des implications et des considérations à comprendre, à aller chercher l'information puis à comprendre dans la gestion, la recherche et la conservation de ces sites-là ou des vestiges. Donc, idéalement, ce serait d'évaluer les risques. Quels sont les risques pour les changements climatiques? On a parlé de changements au niveau de la mer, d'acidification des sols, du pH. Donc, c'est quoi les risques pour chaque site? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du questionnement qui est du cas par cas. Chaque site est unique et a ses propres caractéristiques. Il faut évaluer aussi les sites et les structures en fonction de leur valeur, leur intégrité, leur localisation. Savoir ce sur quoi on peut travailler parce qu'il y a des épaves qu'on ne pourra pas toucher ou des sites particulièrement si, par exemple, s'il y a trop de courant ou si on peut juste les toucher avec des technologies et non pas visuellement faire un enregistrement en plongée. Puis, éventuellement, si on est capable de développer certains outils pour nous aider dans l'évaluation de ces risques-là et développer un plan de gestion, on va être en mesure de prioriser ces sites-là parce que, comme je disais, tous les sites vont être détruits, mais tous les sites ne peuvent pas être sauvés, les connaissances non plus. Donc, il faut faire un triage en fonction de leur valeur, en fonction de leur état, en fonction du temps à consacrer pour leur enregistrement, puis en fonction du temps estimé de préservation, donc quelle est leur date d'expiration, dans le fond, si on est capable d'estimer. Les ressources financières, on sait que l'archéologie subaquatique, c'est extrêmement dispendieux, et des ressources humaines et logistiques parce qu'il y a très peu d'experts dans le domaine encore aujourd'hui et au Québec et au Canada. Et comment on peut faire ça, en fait? C'est en rassemblant le plus d'informations possible pour une prise de décision éclairée, puis établir une stratégie subaquatique pour les prochaines années et probablement pour les prochaines décennies. Fait intéressant aussi, il y a des variables qui sont encore inconnues. Donc, il faut essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on ignore, qu'on ne sait pas encore, qu'est-ce qui manque comme information auquel on n'a pas encore accès, puis qui va devenir importante. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire avant d'être capable de développer des outils puis faire, par exemple, un plan de gestion pour les sites subaquatiques. Comment on peut faire ça? Rassembler le plus d'informations possible. En fait, ça a été mentionné déjà, ceux qui sont avec nous depuis le début de la session. La multidisciplinarité pour une vision holistique des sites est quelque chose qu'on pousse, puis c'est l'avenir qu'on voit, en fait, pour le développement de l'archéologie subaquatique. Ce qu'on essaie, en fait, c'est de décloisonner l'archéologie subaquatique. Comme on disait, il y a un manque d'intérêt, puis un manque ou d'ignorance de ce que l'archéologie subaquatique peut amener. D'un point de vue scientifique, toutes les informations, on le sait que pour comprendre un site d'épave, par exemple, en archéologie, on a besoin de toutes les informations environnementales. Donc, on intègre déjà ces sciences de la mer-là, puis les nouvelles technologies également. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que ce soit l'inverse également. Donc, pour des projets environnementaux, des projets, par exemple, de biodiversité, considérer l'aspect des ressources culturelles, puis les intégrer. Donc, c'est là-dedans qu'on essaie de développer. C'est dans cette perspective-là qu'on essaie de développer, en fait, nos projets multidisciplinaires. Puis, pour faire ça, pour comprendre comment les sites aussi vont se dégrader, parce que c'est toujours avec une lunette des changements climatiques qu'on essaie de développer ces projets-là, il faut comprendre qu'est-ce qui les compose actuellement pour être en mesure de réaliser des suivis, puis des estimer, comme on disait, un peu leur date d'expiration. Donc, ça nous prend des biologistes, des océanographes, géomorphologues, des chimistes,
Puis les nouvelles technologies aussi, parce que ça offre des nouvelles perspectives. Puis ça nous permet d'accéder à des sites qui avant n'étaient pas accessibles ou, comme je disais tantôt, qui présentent des dangers aussi pour, par exemple, le travail en plongée. Puis à partir de là, si on est capable d'évaluer les différents impacts des changements climatiques sur les sites submergés dans différentes échelles de temps, ça nous permet de comprendre les dynamiques du secteur, si ça change, s'il y a une accélération dans les dernières années ou dans les prochaines années, puis éventuellement faire des prévisions sur est-ce que c'est urgent, est-ce que le site va être détruit l'année prochaine ou ça peut encore attendre à 50 ans parce que le site est extrêmement stable, puis il n'y a rien à part par exemple, le changement de pH, ben, il n'y a pas d'autre risque pour le site. La clé ici, dans les projets multidisciplinaires, c'est vraiment le croisement des données puis le partage. Je parlais au début de la présentation, la promotion de bases de données ouvertes. L'IRMAS fait partie du RQM, Réseau Québec Maritime, qui, ça, c'est vraiment une de leurs missions, mettre en partenariat des gens qui ne sont pas du tout des mêmes expertises pour créer des projets communs et collaboratifs. Ça inclut des partenaires en milieu académique, en milieu muséal, autres organismes privés à but non lucratif, spécialisés dans le domaine maritime ou dans des recherches particulières. Et je m'enligne sur... Ouais, c'est ça. Donc, pour faire ça, ah oui, c'est ça, j'ai oublié. On parlait de base de données ouverte. En fait, c'est que l'IRMAS est maintenant nouvellement membre, en fait, dans la dernière année, de l'organisme global du Saint-Laurent. Puis eux, c'est vraiment, ils font la promotion de données ouvertes. Donc, si quelqu'un, le Service hydrographique du Canada, par exemple, a fait de la recherche dans un secteur en particulier, ou par exemple, là, on a un partenariat avec l'Université Laval puis l'UQAR sur des projets avec un AUV dans le canal Laurentien. Ben là, on est capable d'avoir pas juste des données bathymétriques, on va être capable aussi de partager des sites d'épave, par exemple, qui vont être géoréférencés, dont les gens vont pouvoir avoir accès. Il y a éventuellement, et c'est sûr qu'il y a des informations qui sont sensibles, donc il y a des informations qui ne seront pas accessibles à tous, mais de façon générale, on veut vraiment créer un partage de données. Donc, sensibilisation au développement. En fait, c'est un peu ce que j'expliquais plus en détail. Sensibilisation auprès de la communauté scientifique. On veut que les sciences environnementales, ce ne soit pas juste un accent sur les ressources naturelles, on veut intégrer les ressources culturelles. Puis ça, on est capable de le faire de plus en plus avec les projets multidisciplinaires au sein du réseau Québec Maritime. Je parlais de l'application des nouvelles technologies aussi, parce que les épaves sont en fait des sites qui permettent aussi de tester ces nouvelles technologies-là, puis de développer les techniques, ajuster les résolutions, par exemple. Parce qu'en bathymétrie, ce n'est pas les mêmes résolutions qui sont nécessaires pour replacer, par exemple, constater des caractéristiques sur des épaves en particulier. Ce ne sera pas du tout la même résolution. Donc, on essaie de développer un peu ces méthodes-là et ces processus-là. Évidemment, sensibilisation auprès du public, vous le savez, ça fait partie de l'archéologie en général. Implication des communautés locales, des communautés de plongeurs. Des communautés locales, par exemple, qui ont un mode de vie qui est lié aux pêcheries. Pour nous, je veux dire, c'est de l'information qui n'a pas de prix. Où on est en train de développer aussi en ce moment, on a un projet où on a constaté la présence de peintures rupestres sur les falaises d'un lac. Donc, c'est lié aux communautés autochtones locales. Donc, c'est vraiment d'impliquer le plus possible ces gens-là dans les projets aussi. Et également, il y a moyen d'impliquer aussi je parlais de plongeurs locaux, parce que c'est eux qui connaissent souvent le mieux les sites sur lesquels ils plongent régulièrement. Puis, il y a également des plongeurs techniques, donc qui, eux, ont accès souvent à des sites qui sont beaucoup plus profonds auxquels nous, en tant que plongeurs professionnels, ont accès selon la réglementation pour la santé et sécurité. Donc, il y a moyen de développer aussi, puis d'aller chercher beaucoup plus d'informations en impliquant le plus de gens possible. Évidemment, j'ai parlé de la situation au Québec. On peut pas s'enligner vers ça, puis ça mènera en fait à rien si on ne peut pas avoir de support des instances gouvernementales. Il y a des lacunes au niveau de la législation, au niveau des procédures. Donc, il va falloir faire des changements.
idéalement à court ou à moyen terme pour être qu'on puisse éventuellement développer davantage ces plans de gestion-là puis les stratégies pour la préservation de la conservation du patrimoine subaquatique. Et bon, partage de diffusion, donc vous le savez aussi, ça fait partie ça fait partie du curriculum de tous les projets. Puis formation de la relève également, parce qu'il n'y a toujours pas de formation officielle en archéologie subaquatique ni au Canada, ni au Québec, ni au Canada. Il y a des formations de temps en temps, des programmes de recherche, mais il n'y a toujours pas d'université qui offre un programme officiel. Donc, pas encore de relève totalement. Et enfin, l'UNESCO, en fait, l'UNESCO, puis en fait, toutes les instances, on réalise que pourquoi le patrimoine subaquatique est lié au changement climatique, puis pourquoi les gens essaient de pousser davantage le patrimoine subaquatique versus d'autres types de patrimoine. En fait, ce qu'on essaie de sensibiliser aussi les autres sciences de la mer, c'est que l'archéologie subaquatique est une plus-value dans les sciences environnementales. Le côté social, juste le côté diffusion, le côté entrevue, par exemple, qu'on donne parce qu'on fait de la recherche sur un site d'épave local d'importance. Ben ça va rajouter versus parfois les sciences environnementales les projets passent un peu plus sous le radar. Donc, c'est vraiment une plus-value dans la lutte au changement climatique si on est capable d'intégrer vraiment les ressources naturelles avec les ressources culturelles. Puis, on ne se le cachera pas. On ne se le cachera pas. Jeu de mots, ce qui se cache dans les profondeurs, c'est empreint de mystère, puis ça favorise l'intérêt des scientifiques puis l'intérêt du public. C'est un patrimoine qui est grandement à risque de destruction, comme je vous ai mentionné, avec tous les impacts que ça implique. Et d'exploitation, il y a encore beaucoup de pillages, il y a encore beaucoup de ventes illégales d'artefacts à cause de l'intérêt, puis à cause de l'importance de ces sites-là. Et le patrimoine subaquatique, on a une croyance profonde que c'est un vecteur de changement, d'adaptation et de développement durable. C'est une reconnaissance qui est internationale, puis je pense qu'il est maintenant temps qu'on l'adopte, puis c'est pour ça qu'on pousse avec la sensibilisation, c'est pour ça qu'on pousse avec la multidisciplinarité, puis c'est pour ça qu'on veut éventuellement mettre plus en pratique ces principes-là, stratégie subaquatique, idéalement, changement législatif. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire, puis je pense que c'est pas que moi, mais mes collègues aussi à l'ERMAS, mes collègues à part, les changements climatiques sont vraiment une opportunité, je pense, pour mettre en lumière l'importance du patrimoine subaquatique et que le patrimoine subaquatique peut éventuellement être aussi, comme je disais, un vecteur de changement pour la lutte au changement climatique. Donc, merci.